Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je vais pas faire de mécanique. Il fait vraiment trop froid, trop moche. Il y a une pellicule de neige. C'est vraiment pas praticable. Alors je vais vous relater les dernières actus sur mon vieux carrosse et puis je vous en ferai une petite présentation parce qu'il y en a plus beaucoup des comme ça. Donc, dans la dernière période, je suis allé passer le contrôle technique que j'ai obtenu sans problème. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ça en vous montrant un petit peu ce qu'il en est. Voilà, donc, je vais passer derrière la caméra. Alors, en fait, sur ce contrôle technique, là, ce que je vous montre sur le bout de papier, c'est les mesures des paramètres. C'est ce qui figure en bas à droite du contrôle technique. Donc, il n'y avait pas de défaut, à peine quelques traces de corrosion sur le berceau, et c'est tout. Toutes ces mesures techniques, elles portent sur le ripage, c'est-à-dire donc le parallélisme du train avant, la dissymétrie des suspensions avec la force verticale de ces suspensions. On a l'efficacité des freins, freins avant, freins arrière, freins de stationnement, de parking. On a l'opacité des fumées. Alors ce que j'ai stabilisé en vert, c'est tout ce qui est meilleur qu'il y a 2 ans. Et ce que j'ai stabilisé en rose, c'est ce qui s'est légèrement dégradé. Voilà, donc je crois que ça parle de soi-même. Tout est meilleur et pour cause, puisque j'ai changé les amortisseurs, j'ai changé les freins arrière. J'avais d'ailleurs réglé la puissance de freinage arrière entre côté droit et côté gauche en fonction des résultats du premier contrôle technique. J'avais fait également le parallélisme à la ficelle, et ça, tout ça, il y a des vidéos que j'avais faites sur chacun de ces points. Et puis bien sûr, j'avais réparé tout ce qui suscitait des codes défauts, puisque si vous allez au contrôle technique avec le voyant moteur allumé au tableau de bord ou des codes défauts qui sont non résolus dans le calculateur, le contrôle technique il est recalé. Donc il faut absolument réparer ça et pas se contenter d'effacer, d'éteindre le voyant. Un petit mot quand même, là sur le ripage, c'est-à-dire la qualité du parallélisme. Donc là je suis à moins 1,4 mètres par kilomètre parcouru, c'est-à-dire que la voiture dévie légèrement sur sa gauche de 1,4 mètres sur 1000 mètres parcourus. Franchement, c'est rien, c'est complètement epsilon. Je ne sais pas si un réglage laser fera beaucoup mieux. En tout cas, c'est 10 fois mieux que la première fois que je l'avais fait. Donc voilà, le réglage du parallélisme à la ficelle. Si vous le faites bien, c'est-à-dire qu'en fait, il faut le répéter plusieurs fois jusqu'à trouver une mesure stable, eh bien, c'est tout à fait efficace et c'est pas très compliqué à faire. Et ça coûte vraiment 0 €. Il vous faut une clé de 13, une clé de 22 et du fil à pêche. Voilà. Franchement, ça vaut vraiment le coup de le faire soi-même si on respecte bien la méthode. Un autre petit mot au niveau de l'opacité des fumées. Donc j'ai une mesure C1 qui est à 0,31, une mesure C2 qui est à 0,27. Ça aussi, c'est excellent, c'est meilleur que la fois précédente. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis sur une voiture qui administrativement relève de la norme Euro 3. Et donc, la norme Euro 3 de l'opacité des fumées, c'est 3 unités. Là, je suis à 10 fois moins, je suis à 0,3. Donc, c'est vraiment top. Alors, le problème qui se passe en fait avec cette affaire-là, c'est que voilà, administrativement, compte tenu de sa date de fabrication et du carburant, donc un diesel de 2001, je suis en norme Euro 3, ce qui veut dire qu'avec ça, je n'ai droit qu'à une vignette critère 4, celle qui est marron, pas très jolie. Et ça veut dire que je serai interdit de circuler dans les ZFE, dans les zones à faible émission
de ma région en tout cas, à compter du 1er janvier 2024. Je pense par exemple à Strasbourg. Voilà, et c'est vraiment c'est dommage parce que peu importe si la voiture est bien réglée, qu'elle consomme vraiment 3 fois rien, hein. Avec ça, je consomme 5 litres et demi au 100. Et que l'opacité des fumées et tous les autres polluants est vraiment à minima, et ben administrativement, je serai interdit de circuler. Voilà, c'est comme ça. Alors, pour réussir le contrôle technique, donc après avoir fait toutes les remises en état de mes dernières vidéos, donc il y a une petite chose que j'avais déjà faite la fois précédente et qu'il a fallu que je refasse, c'est bien réétanchéifier la ligne d'échappement. Et sur cette ligne d'échappement, hein, pratiquement tout date de l'origine, hein. Ça a 22 ans, 300 000 km. Eh bien, il y a le pot intermédiaire dont la feuillure s'est soulevée et ça faisait une fuite à l'échappement. Alors je vais vous montrer comment je l'ai réparé. Je l'ai fait comme je l'avais fait il y a déjà 2 ans. Voilà, donc en fait on va sur le côté de la voiture, légèrement en dessous. Voilà. Et là ce que vous voyez, bah, c'est le fameux il est là, le pot intermédiaire. Et donc vous voyez là tout ça, là, que ce soit sur la gauche ou sur la droite, là c'est du mastic. D'ailleurs sur ce côté là, voilà, là on voit c'est de la poussière noire, donc il y a à nouveau une petite fuite, donc je pourrais à nouveau recolmater. Voilà, mais voilà, ça c'est un pot intermédiaire, donc il y a 22 ans, 300 000 bornes. Bon, hein, c'est pas mal, hein. Voilà. Alors, pourquoi je fais tout ça sur cette bagnole? Bon, bah, parce que c'était le challenge, et puis aussi qu'elle est quand même plutôt bien conçue. Elle est vraiment multi-usage, hein, avec sa gueule de TGV des années 80. Mais je vais vous montrer un petit peu le côté modularité de la bête, avec notamment par exemple, voilà, donc là voilà, vous l'avez en configuration vide, hein. Donc pour une voiture qui fait 4,45 m de long, 4,45 m de long, c'est à peine la longueur d'une compacte d'aujourd'hui, et 1,71 m de large. Ici j'ai 3,5 m3, 3500 litres utiles sur plancher plat. Et ça, bah, par exemple, ça va me permettre d'y enfourner voilà, une échelle qui fait 2,70 m de long en 3 pans, hein. Je vais vous montrer comment ça se passe. Hein. Dedans. Voilà. Et ben, vous voyez, on peut la glisser entre les sièges avant, hein. Entre les sièges avant, on a 25 cm de large d'espace entre les deux sièges, et donc on peut emmener des objets longs jusqu'à la planche de bord. Il n'y a pas de levier de vitesse au plancher, hein, vous voyez, c'est sur le levier de vitesse, c'est sur la planche de bas, ce qui permet vraiment d'être complètement à plat jusqu'au compartiment moteur. Et ça fait une longueur de chargement intérieur de presque 2,90 m de long, hein. Et encore, on pourrait démonter le siège passager, hein, il tient sur 4 boulons, franchement c'est rien du tout. Donc voilà, essayez de faire ça sur une voiture d'aujourd'hui, dans un break d'aujourd'hui.
bonjour. Et puis accessoirement, vous voyez que donc on a des grandes ouvertures latérales, hein, à droite et la même chose à gauche avec des portes coulissantes qui font que voilà, il y a très peu d'encombrement à l'extérieur de la voiture avec ces portes coulissantes. Voilà. Dans 4,45 m de long, je vais vous montrer maintenant la modularité façon habitable avec les sièges, parce qu'en fait dans cette voiture là elle est conçue pour circuler avec 8 adultes à son bord. Donc moi j'ai pas la banquette arrière 3 places, j'ai 2 sièges individuels, j'avais trouvé que c'était plus pratique quand je l'avais acheté, mais je vais vous montrer donc ce que ça veut dire. Voilà, donc là elle est en config avec tous ces sièges, donc 7 sièges. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme config? Bon déjà voilà, hein, je voulais vous montrer que dans cette affaire là donc on a un espace qui est tout à fait correct. Au dernier rang on a donc des vrais sièges, hein, c'est pas des sièges amovibles, ça se rentre, ça se dépose complètement et donc il y a la place pour mettre les jambes. Donc moi c'est 2 sièges, mais on peut mettre une banquette, et puis donc on a 3 sièges sur le deuxième rang qu'on peut mettre dans le sens face à la route, ou qu'on peut mettre dos à la route aussi. Bon, ça voilà, c'est si on veut faire salon, on peut même rajouter donc la petite table avec le siège du milieu. Pour autant, vous voyez, hein, donc il y a encore de quoi mettre quelques affaires. C'est sûr, pas grand chose, hein. Mais voilà, les fois où on a dû rouler avec pour partir en vacances avec 6 ou 7 personnes à l'intérieur, j'avais un coffre de toit de 500 litres par dessus, donc ça le faisait complètement, voilà. Et donc je peux vous dire que dans cette config A7, eh bien j'emmène des équipes de sport d'adultes encore très régulièrement, hein, et ça le fait tout à fait pour faire des trajets longue distance également. Voilà. Et donc sinon, quand on enlève les sièges, qu'est-ce qui se passe, hein, je vous ai dit, on a 3500 litres, 3,5 m3 utiles, plus même si on démonte le siège passager, hein, il n'y a que 4 écrous, hein. Et avec ça j'ai dû faire je pense pas loin de 25 déménagements, hein, principalement des enfants. Voilà, donc voilà, ou si je vais chercher un appareil électroménager, je ne me pose pas de question de louer quelque chose, hein, ou un canapé, tout rentre là-dedans, franchement nickel chrome. Donc voilà. Voilà pourquoi j'aimerais que ça me dure encore un petit peu, et c'est ce qu'on va faire. Et puis là ça clôture la saison 3 de mécanique, en tout cas sur cette voiture là, parce que j'en ai d'autres qui m'attendent, et donc on se reverra dans pas trop longtemps sur d'autres modèles. Allez, bye.